c'est un problème important, intéressant de poursuivre. Cela concorde avec l'affirmation selon laquelle, que vous faites à la thèse, selon laquelle la philosophie la plus proche d'Al-Nakari, c'est Spinoza. Spinoza serait un avéroïste moderne, c'est la question, et peut-être serait le lien avec la philosophie actuelle. La natura naturans serait la force créatrice ou génératrice, les principes du mouvement interne des formes. Pour Spinoza, la natura naturans, c'est la substance infinie ou les principes créateurs. Mais vous retournez à l'avéroïsme à la page 96 avec une déclaration, à mon avis, exagérée. Vous dites, il est à noter qu'aucun des philosophies et des penseurs à travers les cours de la philosophie a jusqu'à présent été en mesure de donner une définition convenue de l'esprit, identique aussi bien pour des croyants, des athées, des idéalistes et des matérialistes, ce qui a poussé Hayek al-Nakari à considérer l'esprit comme une forme et comme une façon de se former. La question est qui le dit? Le dit Muhammad Bahir? C'est peut-être une affirmation exagérée. Une autre exagération, quand vous parlez de votre thèse, vous dites la rédaction de celle-ci a pour but de propager une idée nouvelle et révolutionnaire par notre humanité. Encore un peu plus sur Aristote. Vous dites que l'affirmation que la forme cinétique permet de passer de l'ontologie. Je pense que c'est intéressant, l'affirmation de la forme cinétique, parce que ça permet de passer de l'ontologie à la pédagogie. L'idée aristotélicienne du pouvoir pourrait être traduite en termes pédagogiques tels que comme l'a fait Pindar à son poème Pythia, dédié aux satellites grecs et à se surpasser tous les jours pour atteindre leur plus grand potentiel. Pindar disait « Laissez l'apprentissage faire de vous ce que vous êtes ». Je me demande pourquoi ce besoin chez Al-Nakari de discuter avec la logique d'Aristote. Oh, je ne sais pas si c'est un problème d'Al-Nakari ou un problème de votre directeur de la thèse. Je me demande si cela est dû au contexte musulman et répond à la nécessité de trouver un précédent non moderne, non chrétien à la thèse que vous soutenez. Cela me semble légitime, mais je suggérerais des liens possibles entre le vitalisme et la philosophie contemporaine. Tout d'abord, je m'interroge sur une possible analogie entre le vitalisme al-Nakari et l'existentialisme, puisque vous affirmez à la page 92 que nous devrions nous interroger sur la relation spécifique de l'être et de ses conditions d'existence. Ça, c'est le concept d'existence. Ortega, le philosophe espagnol, a recueilli cette phrase de Pindar comme un résumé de son éthique, de sa théorie de l'identité. C'est la phrase très connue, je suis moi et ma situation. Au-delà d'Ortega, il y a, je pense, des conceptions de l'art en tant qu'espace de transition. Je pense à la psychologie de Winnicott, je pense à la critique de Donald Cospit, à l'art d'avant-garde, je pense à Dewey, philosophe américain, et toute cette propose de l'art en tant que forme de circonstance d'adaptation créative. Bien, l'idée des mouvements autonomes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre moteur et mouvement, correspond aux approches ontologiques et politiques actuelles basées sur Spinoza. Par exemple, Antonio Negri et l'idée du mouvement immanent de la foule, modèle anti-autoritaire ou autonome de la politique, un modèle basé sur la biopolitique, sur l'impulsion immanente au contact, à la rencontre, au désir.
Une autre question, c'est les similitudes entre la sociologie et la biologie. Vous qui provenez de la biologie, peut-être ça sera intéressant pour vous. C'est les concepts d'autopoïétique des biologiciens Varela et Maturana qui proviennent de la biologie mais qui ont été traduits en sociologie par Niklas Luhmann et qui a généré un débat avec Guattari et Derrida. Notre question, notre doute pour moi, c'est à propos du monothéisme. Et vous citez deux fois la même déclaration. Vous disiez, pour répandre les concepts de fraternité humaine issus du monothéisme. Ma question est la suivante. Pourquoi devons-nous recourir au monothéisme pour répandre la fraternité humaine? Parce que peut-être le monothéisme, c'est l'aboutissement du principe de l'identité. Parce que son idéal d'humanité, tout en se revendiquant contre l'infidèle, c'est peut-être la racine de l'antagonisme et du racisme. Dans le monothéisme, l'aspiration à l'universel rend impossible sa recherche. En fait, vous le reconnaissez plus tard quand vous dites qu'il faut surpasser l'identité aristotélicienne monothéiste. Ça, c'est un problème pour moi. Pourquoi pas un polythéisme? Pourquoi pas un culte à la nature? Pourquoi ne pas comparer la dernière question pour moi, c'est pourquoi ne pas comparer Al-Nakari à Rancière, qui a été professeur à Paris 8 et que Didier Moreau connaît très bien. Il y a une phrase à la thèse qui s'en vient à cette question. Vous dites, l'enseignant vital n'enseigne pas et n'explique pas. Il joue simplement le rôle de déclencheur ou d'anticelle déclenchant la tempête pour inciter les élèves à reconnaître les formulaires qu'ils sont passés d'une manière ou d'une autre. Et à mon avis, ces affirmations sont très proches à la philosophie et à la pédagogie de Rancière, à son idée de l'égalité des intelligences, à l'idée de l'enseignant ignorant, et l'idée de construire un scène permettant la manifestation de l'égalité. Et Rancière est cité dans la bibliographie, mais pas dans les textes. Et je me demande quels sont les critères de la bibliographie. Si c'est la bibliographie utilisée, si c'est la bibliographie consultée, si c'est la bibliographie citée au texte. Bien, vous devez considérer ces observations comme des doutes découlant de la lecture et non comme des objections ou des critiques. Vous ne devez pas répondre en détail, mais pouvez-vous donner une réponse générale si vous voulez. En conclusion, je vous félicite ainsi que le directeur de votre thèse pour ce travail rigoureux du point de vue théorique ou philosophique qui propose également un modèle d'application pédagogique spécifique et qui est né dans intense expérience de vie qui a à voir avec chacun de nous en tant que citoyen du monde. Au-delà des résultats empiriques de sa thèse, j'apprécie particulièrement l'enthousiasme et la vitalité de son effort intellectuel pour résister à la guerre. J'étais touché par la manière dont la fidélité ou la filiation a transformé sa thèse en une stratégie de résistance et de lutte. Merci. Merci. D'accord. Je vais essayer de répondre en général comme vous avez aussi recommandé. Alors, je vais parler à l'axiomatique parce que je sais que l'axiomatique était un sujet très sensible de même aussi l'élever et de dire qu'il y a des axiomatiques, la liberté, la vie, la justice. Je pense que personne ne veut pas se mourir, personne ne veut, comme vous avez dit, que pas tous les gens, ou
peut-être il y aura des gens qui veulent. Oui, je suis d'accord avec vous, avec ça. Et en fait, le fait de axiomatique n'est pas... Il est ici pour nous dire seulement que il y a une réalité quand on parle par la innate, la initiation de nous-mêmes. Dedans, nous, on a un bon sens. Tous les gens, tous les êtres, ils ont un bon sens. Le bon sens n'est pas nécessairement déclenché totalement ou même toujours. Il y a des empêchements qui nous sont arrivés et qui sont vraiment été les causes pour terminer notre connexion avec l'axiomatique. Est-ce que c'est une réalité que mon père, il dit que c'est axiomatique la justice, la vie ou la liberté et la justice qui sont vraiment que ça? Il y a d'autres choses également. Mais je ne suis pas vraiment ici de défendre mon père. Ça, c'est bien sûr que je ne suis pas ici de défendre mon père. Je suis ici de défendre la philosophie. La philosophie de l'axiomatique, ici c'est simple. C'est pas plus qu'on parle en général, la vie, la liberté, la justice. En réalité, personne ne peut vraiment dire que on est contre ça. Mais s'il y a des choses qui s'empêchent, qui entravent les gens, l'être, de voir leur avenir, oui, bien sûr, ils ne vont pas voir nécessairement où et comment ils vont être connectés avec la justice sans avoir de double standard eux-mêmes. Vous parlez de le capitalisme et de partout où est-ce qu'on est maintenant, les gouvernements, qu'est-ce qui se passe maintenant? Peut-être ça fonctionne comme ça. Et c'est ça le problème, c'est comme ça. Quand on parle d'axiomatique, à cause d'axiomatique, je trouve que si on doit commencer de résoudre des problèmes, on doit commencer avec les enfants. Pourquoi les enfants? Parce que leur innate est toujours là, il est là. Mais comme on commence à vraiment grandir, doucement, on perd la connexion de notre axiomatique. Est-ce que cette axiomatique est complètement actuelle avec les 3 items? Peut-être il y a d'autres, mais ce sont les 3 plus forts qu'on peut parler. L'axiomatique inconsciente et axiomatique consciente, ça c'est vraiment psychologique, on peut parler aussi, parce que c'est au niveau psychologique, mais aussi, si on veut parler dedans ça, mais à mon avis, c'est aussi une réalité qui, à cause de la logique ayahuasca, les deux peuvent surmonter et peut, c'est quoi le mot que je suis en train de dire ici, englober la vie et les gens, les êtres, parce que quand on parle de l'inconscience et conscience, ça veut dire que il y a un moment qu'on est conscient de quelque chose et il y a un moment où on n'a pas conscience. Tout ce qui gère maintenant, la plupart des gens sont inconscients de leur action. Je parle de l'axiomatique moi-même pour montrer comment on peut connecter à le mettre avec les enfants, de reconnecter avec l'inconscience. Parce que l'inconscience est ici déjà. C'est pas nous qu'on l'a créé. Il est ici. Même si on l'aime, on l'aime pas, il est ici. L'inconscience, ici, je veux dire l'inconscience axiomatique, la vie, la justice, la liberté. Ils sont ici, même si on ne veut pas. L'énergie, les plaisirs, l'énergie, les désirs qu'on a, ce sont toujours ici. Même si aujourd'hui je veux mourir, mais la deuxième jour, je vais m'enlever. Et je ne sais pas pourquoi, mais je veux mourir. Alors, il y a une inconscience qui m'a poussé de m'enlever. Alors, je parle de l'axiomatique vraiment pour entrer à l'éducation. Pas vraiment d'entrer dans la philosophie de la philosophie d'axiomatique, parce que il y aura beaucoup de discussions à cause de ça. Et je peux voir comment pas tous les gens vont être convaincus que c'est une axiomatique. Mais pour moi, je vois que oui, c'est une axiomatique. Ça, par rapport à l'axiomatique. Aristote,
pourquoi mon père ou moi-même aussi, je me suis appuyée à Aristote et il y a une exigence, vous pouvez dire que c'était exagéré par quelque part. Je suis d'accord avec ça aussi, qu'il y a une exigence. Je peux voir ça aussi. Et il y avait beaucoup des disputes entre mon père et moi, vraiment, à cause de ça. Et je demandais chaque fois, pourquoi Aristote? Pourquoi faire une comparaison seulement avec Aristote? Et ici, je veux dire, à son avis, je ne suis pas un spécialiste en philosophie, malheureusement, mais je peux dire avec ce que j'ai lu aussi, que c'était proche de la philosophie de mon père. Et à cause de ça, je vois qu'il parlait de la monologique, la multilogique. C'était basé par cette manière, basant que la monologique, quand mon père il le voit que c'est partout, toute notre présence, notre pensée, que jusqu'à maintenant, la manière de notre pensée est vraiment monologique. Alors, on a pris Aristote parce que, comme il le voit, que c'est jusqu'à maintenant le plus prédominant personnage qui est jusqu'à maintenant sans conscience. Même les gens qui étudient philosophiques ne sont pas nécessairement éveillés de voir que Aristote, jusqu'à maintenant, il est vraiment le père qui continue à la majorité de le monde. Autrement, je peux vous dire que je ne suis pas vraiment une philosophique moi-même pour dire que non, c'est pas Aristote ou non, mais je vois, oui, bien sûr, que dans notre façon de vivre, on est bien sûr dans notre monologique, il n'y a pas de degré, et alors, la comparaison avec Aristote était vraiment parce que mon père, c'était son inspiration de voir comment surmonter les faiblesses que Aristote était partout. Il le voit qu'il est partout. Moi-même, comme en éducation, quand je vois, mais vraiment, quand on demande des questions, vrai ou faux, n'importe question, c'est toujours vrai ou faux. Même s'il y a des multiples choix, c'est toujours avec vrai ou faux. Quand j'ai compris la logique ayahuique, la logique d'Aristote, oui, j'ai vu comment ça peut être le problème et la cause de où on s'est arrivé. Spinoza, il a bien sûr été très personnage qu'il était très, je peux dire, avant son époque. Hein, il était évolué avant son époque, dans cette époque, je pense. Mais ce qu'il manquait à la logique de ayahuasca, que l'esprit n'est pas séparé du matériel. Alors, à l'avis de mon père, ou, si on veut dire, l'avis de la logique ayahuasca, la logique ayahuasca inclut que chaque être inclut tout. Comme c'est un mouvement, c'est une forme, un mouvement à continuer, probabilité relative. Que chaque être subit ces 5 lois. Il n'y a pas spirituel, il n'y a pas de matériel. Alors, il a vu que Spinoza, il avait, comme les majeurs d'autres philosophes, qui sont arrivés dans un moment qui était très bien, mais était limité avec leurs conditions, leur époque, leurs conséquences, on peut dire aussi. Oui, je suis d'accord que peut-être je pourrais amener des philosophes plus modernes, mais vraiment, j'avais pas le temps de faire tout ça. Déjà, il y avait beaucoup, et c'est une recherche très complexe et vraiment, je peux vous dire que c'était au début et jusqu'à maintenant un but qui était plus fort, plus lourd de moi. On peut dire ça aussi. Hein. La logique ayahuasca jusqu'à maintenant mon père lui-même est pas nécessairement capable, même c'est sa vie qui produit des discussions toujours, d'être capable de voir les gens en commun, même s'ils sont en commun au moment, ils sont
après ça, dans un moment qui recule, il fait un recul et c'est comme il a dit que c'est une mystérieuse, il y a un mystère. C'est beaucoup de mystère dedans. Mais aussi, ce qui est fort pour moi, et pourquoi je suis appuyée avec la logique ayahuasca, que c'est empirique. Il y a un carré d'intérêt. C'est ça qui est vraiment le plus important pour moi dans l'éducation. C'est le carré d'intérêt. En sociologie et biologie, comme vous avez dit, vous m'avez demandé par rapport à ça, ce qui m'intéresse comme biologiste est que la biologie peut nous aider à voir directement et à expérimenter. Et je pense que c'est la vie aussi. Alors, entre la sociologie et la biologie, ils sont aussi dedans, ils sont ensemble, mais la biologie nous permet vraiment d'appliquer et d'expérimenter avec des preuves. Et comme la logique ayahuasca s'appuie avec un carré d'intérêt, c'est ça qui m'intéresse pour moi, pour l'éducation. On a besoin des empiriques pour voir où on est, pour évaluer où on est, pour mesurer où on est, ici et après, et même aussi avant. Alors, en biologie, c'est mon métier, c'est mon matière, et je suis très honneur, vraiment, et c'était par hasard que j'ai étudié biologie et après éducation. Je suis vraiment honneur que je suis là dedans parce que ça m'a vraiment aidé de voir la logique ayahuasca dedans l'éducation. Sinon, je pense que ça sera vraiment plus dur. Le manuel, si vous voyez le manuel, il y a beaucoup de questions que je peux comprendre tout de suite pourquoi ça va être capable pour les enfants d'adopter l'application. Pourquoi il n'a pas... est-ce que c'est islamique ou non, la logique? Non. C'est pas islamique. Pourquoi on ne mentionne pas est-ce que c'est Ali ibn Talib, est-ce que c'est Mohammed? Non. C'est une observation, mais bien sûr, mon père était influé par son religion, bien sûr, et dans nos religions, il y a une ouverture. Et mais je pense que ce n'est pas nié d'autres religions. Mais vraiment, on peut dire que ça, c'est aussi son domaine. C'est son ambiance, on peut dire aussi. Ali ibn Talib, alors ici, j'entre dans l'islam un peu parce que vous avez demandé de ça. On est alaouite, comme il y a d'autres sectes. Dans les alaouites, on a ce qu'on appelle le visible et invisible. Dans le Coran. Le Coran, on le voit pas comme le sunni, comme le chiite, on le voit d'autrement. Vraiment. Le Coran, on le lit, mais on voit d'autres ce qui est écrit. Et ça, c'est par rapport à l'alaouite. Ça était une inspiration pour mon père de voir comment, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessairement visibles. Et c'est là où il est sorti dehors le cadre qu'il était et il a vu que, alors, si ce n'est pas visible, comment et pourquoi ce n'est pas visible? Et ça veut dire l'empirique qu'on a maintenant, si je vois cette bouteille, est-ce que c'est une bouteille vraiment? Alors, les paroles, la pensée de Ali ibn Talib a vraiment influencé mon père, on peut dire, la logique d'alaouite, parce que l'alaouite est plus une logique philosophique, plus d'une religion. Et c'était peut-être une des raisons, mais c'était pas que ça. Si on va faire une comparaison avec les chrétiens, les plus proches, c'est bien sûr pas les catholiques, parce que les catholiques sont exactement comme les sunnis, fermés. Ils ne vont pas voir ce qui peut apporter. Mais alors ici, l'islam était une influence, mais pas qui était appuyée par ça. C'était une connexion pour voir les choses
dans une autre façon et sortir de son environnement. Et aussi, il y a un carré qu'il appelle le carré invisible, que j'ai vraiment pas mentionné ici. Et j'étais très, très contente quand Madame Susanna, elle a vraiment mentionné ce que je n'ai pas vraiment mentionné dans cette recherche. J'ai peut-être mentionné un peu, mais pas élaboré suffisamment par rapport à le carré invisible. Parce que c'est ça qui était très bien pour moi de recevoir. La fraternité, c'est une question peut-être que je mentionne 2 fois, 3 fois, je ne suis pas sûre, mais c'est la paix. C'est à cause de la paix. Si on veut vraiment d'arriver dans un moment pour qu'on doit se connecter entre nous tous, on a besoin de nous voir, à mon avis, qu'on est commun partout, même s'il y a des différences. On a des différences, mais on est au début en humain, au niveau de l'humain, avec toutes les différences. Est-ce que c'est un rêve pour tous les gens? Non, pas nécessairement, non. Et je ne peux pas obliger que tous les gens doivent voir que la fraternité est besoin. Mais je pense que c'est nous qu'on va perdre plus en plus si on ne voit pas que la fraternité est vraiment une valeur qu'on doit l'augmenter. On doit l'augmenter parce qu'on est maintenant complètement déconnectés avec nous tous, même dans la même famille.